Et tout de suite, place au second débat. Sommes-nous en train de vivre un choc économique comparable à ceux qu'on a pu vivre dans les années 70 ? Sommes-nous à la veille d'une récession mondiale ? C'est le parallèle que fait le Centre d'études prospectives et d'information internationale dans son dernier état de l'économie mondiale 2023. À ce détail près, selon les auteurs, c'est que la situation actuelle est encore plus explosive. Chronique d'une récession annoncée avec Flora Sauvage. Crise énergétique en Europe, hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, confinement et crise immobilière en Chine, tous les indicateurs passent au rouge. La perspective d'une récession mondiale émerge, c'est-à-dire une croissance négative pendant au moins 2 trimestres. Après la BCE, la Fed aux États-Unis relève à nouveau ses taux pour tenter de juguler l'inflation, alors que l'économie britannique devrait entrer en récession dès le 3e trimestre. On a les entreprises qui sont confrontées à des factures énergétiques très élevées. On ne sait pas comment va se passer l'hiver d'un point de vue simplement de l'approvisionnement, et donc est-ce que les entreprises qui le souhaitent vont pouvoir rester ouvertes ou est-ce qu'il va y avoir des délestages. Ce sont quand même tous des éléments mis ensemble qui tendent à penser qu'on va vers la récession. La question, c'est de savoir si elle a déjà commencé au 3e trimestre ou elle ne commencera qu'au 4e trimestre, donc la contraction de l'activité. Mais il y a malheureusement peu d'indicateurs à l'heure actuelle qui permettent d'espérer qu'on y échappe. Touchée de plein fouet par la guerre en Ukraine, la zone euro connaît sa pire inflation depuis 40 ans. Ce qui inquiète les économistes. Je pense qu'il y aura plutôt un très fort ralentissement de la croissance, c'est-à-dire qu'on aura une croissance positive, mais très légèrement positive. Entre 0,5 et 0,8, on parle pour l'Allemagne. La France, on serait plutôt autour de 1%. Donc un très fort ralentissement de croissance. Et on espère, et ça devrait être quand même le cas, d'avoir quand même une politique monétaire qui soit efficace. Alors pas cette année, mais plutôt l'année prochaine. On va continuer d'augmenter les taux d'intérêt. Ça va juguler l'inflation et ça devrait créer plus de confiance dans les ménages. Outre-Atlantique, la Réserve fédérale américaine fait tout pour ramener l'inflation autour de 2%, quitte à imposer des conséquences douloureuses pour les ménages comme pour les entreprises. Alors, alerte à la récession planétaire, on en parle ce soir avec mes invités. Bonsoir Thomas Gébine. Bonsoir. Vous êtes économiste, responsable du programme macroéconomie et finances internationales au CEPI, justement, dont on parlait. J'accueille à vos côtés Mireille Chiroleux-Assouline. Bonsoir. Vous êtes économiste de l'environnement, professeur de sciences économiques à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Oui. Et puis un habitué de Sciences Publiques, Raphaël Legendre, journaliste économique à l'Opinion. Et puis bien sûr Laetitia Krupa qui est restée à mes côtés. Je voulais qu'on commence quand même par ce constat. Est-ce qu'on peut ou non parler aujourd'hui de récession mondiale ? On rappelle ce que c'est que la récession, 2 trimestres, on l'a vu, de baisse consécutive. Globalement, ça se constate après coup, une récession, non ? Oui, ça se constate après coup, mais là, il y a des signaux, en tout cas, que la situation économique mondiale se dégrade fortement. Par rapport au mois de juillet, par exemple, on a perdu près de 2 points dans les prévisions de croissance. Dans la zone euro, on espérait encore qu'en 2023, on soit autour de 2% de croissance. Là, maintenant, il y a des projections très négatives. Et donc, voilà, la situation se dégrade et se dégrade assez rapidement. Alors, je vais poser une question un peu peut-être provocante, mais est-ce qu'on peut faire confiance aux prévisions ? Parce qu'on sait que, alors peut-être moins actuellement, mais les macroéconomistes se sont longtemps parfois trompés sur leurs prévisions. C'est vrai qu'on se trompe beaucoup, mais il y a quand même des signaux qui sont alarmants. Alors, il y a 2 types de signaux. Si on prend par exemple la situation française, une des grosses inquiétudes, c'est ce qui va se passer avec la demande. C'est-à-dire que lorsque vous avez une hausse de l'inflation, une augmentation des prix et que les salaires ne suivent pas, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que vous avez une baisse du pouvoir d'achat pour les ménages. Et donc, ils vont moins chez les commerçants, moins au restaurant, et donc vous avez une dégradation des carnets de commandes. Donc ça, c'est la première inquiétude. La deuxième inquiétude, c'est du côté de l'offre. Et ça, c'est plus lié à la crise énergétique. Et donc, l'augmentation de la facture énergétique pourrait conduire beaucoup de firmes, beaucoup d'entreprises à arrêter de produire. Et donc, vous avez cette concomitance de 2 chocs. Qui nous permettent d'anticiper le fait que ça risque d'être... Il pourrait y avoir un ralentissement plus important que ce qu'on anticipait il y a quelques mois. On voyait à l'instant les chiffres des prévisions de croissance par zone mondiale. On va venir au cas de la France, mais d'abord, on va faire quand même un zoom sur les gros moteurs mondiaux. Vous voyez cette croissance en baisse dans le monde, en baisse aux États-Unis, en baisse dans la zone euro. Et puis, avec peut-être une petite hausse sur la Chine, mais bien inférieure à ce qu'on a pu connaître les années précédentes. Est-ce que le parallèle avec les chocs pétroliers vous paraît justifié ? Raphaël, est-ce qu'on peut parler de choc gazier, par exemple ? Oui, alors complètement. Un choc énergétique équivalent à ce qu'on a pu connaître dans les années 70, effectivement. C'est pas compliqué. En 18 mois, on a eu une multiplication par 10 des coûts de l'énergie, du gaz et de l'électricité. C'est un changement absolument majeur pour l'économie européenne en général
et française en particulier, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que la transition énergétique est en train de bouleverser la donne. Jusqu'à présent, on avait un prix du baril qui était à peu près le même de partout autour du monde. L'unité référence autour du monde, c'était le baril de pétrole. Quand le pétrole était haut, tout le monde le payait haut, sauf les pays producteurs évidemment. Quand il était bas, tout le monde l'avait bas. Aujourd'hui, le marché énergétique est un marché local. C'est-à-dire que le coût du gaz, d'électricité n'est pas le même en Europe qu'aux États-Unis, qu'en Chine. Et malheureusement aujourd'hui, puisque l'Europe est très dépendante du gaz notamment et des importations de gaz pour produire son énergie, l'énergie majeure qui va devenir l'énergie de référence dans un monde décarboné, eh bien on a aujourd'hui une électricité qui coûte 6 fois plus cher en Europe qu'aux États-Unis ou en Chine, et c'est un élément majeur pour la perte de compétitivité européenne et pour l'économie européenne au sens large. Mireille Chiroleux-Assouline, j'ai posé une autre question provocante. Est-ce que c'est si grave, une récession ? Après tout, on peut se dire qu'on en a connu en 2020 avec la crise Covid et que c'est reparti comme sur des chapeaux de roue après. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien, c'est quoi les conséquences d'une récession si elle s'installe ? Les conséquences d'une récession, c'est quand même un poids important sur les ménages, surtout ceux qui ont le moins de capacité d'adaptation. C'est un poids là aussi important sur l'emploi, sur le chômage. Nous connaissons actuellement en France un taux d'emploi exceptionnellement haut, avec un taux de chômage exceptionnellement bas. C'est forcément quelque chose qui va changer si nous connaissons une récession. Maintenant, au niveau français, il n'est pas absolument sûr que cette récession se produise. On va y venir. En fait, tout dépend le temps que ça dure, non ? Si c'est juste 2 trimestres de baisse consécutifs, ou si c'est quelque chose qui s'installe... Bien sûr, si c'est juste 2 trimestres consécutifs, on pourrait considérer que c'est seulement une pause dans la croissance. C'est ce qu'on appelle une récession technique ? Oui, on pourrait dire ça, c'est-à-dire que la définition technique est remplie, mais ce n'est pas forcément une situation très grave dans l'ensemble de l'économie. Maintenant, si la production s'arrête, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus lourdes. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit peu un tour des moteurs de la croissance dans l'ordre, en commençant par parler de ce qui se passe en Chine, parce que depuis 2 décennies, il faut le dire, c'était le moteur de la croissance. C'est ce qu'assurait, je crois, un quart de la croissance mondiale à lui tout seul, enfin, ce pays. Et puis, alors, on va voir qu'est-ce qui se passe en Chine. Qui veut commencer, Raphaël ? Une crise immobilière majeure en Chine, c'est un des problèmes, effectivement. Au niveau mondial, on a une sorte de tempête économique parfaite avec les 3 moteurs, Chine, Europe, États-Unis, qui sont en train de se gripper en même temps. En Chine, c'est pas la guerre en Ukraine. Le marché... Donc pour expliquer aux téléspectateurs, c'est... Qui pèse sur l'Europe énormément, bien sûr. Mais pour la Chine, c'est pas ce qui les fait souffrir. La Chine, c'est la crise immobilière, très clairement, qui couvre depuis déjà quelques années. L'immobilier, c'était un quart de la croissance chinoise. La croissance chinoise étant elle-même un moteur déterminant de la croissance mondiale. C'est la Chine qui nous a permis, en Europe, de maintenir l'inflation plutôt basse, de pouvoir acheter des produits peu chers, de nourrir notre croissance également. Aujourd'hui, le marché immobilier s'effondre. On a vu des images absolument terribles, des immeubles neufs, sans personne à l'intérieur, qui étaient détruits. Et des gens qui ont acheté sur plan. Le pouvoir chinois, ces gens qui ont acheté sur plan, qui refusent dorénavant de rembourser leurs prêts parce qu'ils ont tout simplement peur de ne plus pouvoir récupérer leurs biens immobiliers avant qu'il ait fini de construire. Et donc, vous avez des géants, des mastodontes de l'immobilier en Chine. Evergrande, par exemple, 300 milliards de dettes, est un mastodonte qui a eu du mal, fin 2021, à rembourser certaines échéances. Plusieurs milliardaires... Et la bulle a éclaté. Elle est en train d'éclater. Elle est, comme toujours en Chine, pilotée par Pékin, bien sûr. Donc, Pékin va mettre énormément d'argent pour essayer de la limiter. Mais un plan à 380 milliards d'euros qui est prévu par les autorités chinoises. On est à près de 400 milliards d'euros effectivement mis sur la table cet été pour essayer de relancer la croissance chinoise. Mais il y a énormément de risques sur la contamination que la chute du secteur immobilier pourrait faire, notamment au secteur financier. Tout ça, encore une fois, est assez opaque. C'est en Chine.
est géré très directement par l'État qui ne laissera pas l'économie complètement s'effondrer. Mais on a d'un côté cette crise immobilière extrêmement importante et inquiétante pour nous occidentaux, et également la politique anti-Covid. Oui, parce qu'il y a aussi les suites du Covid. Beaucoup de mal à l'économie chinoise avec ce stop and go un peu permanent, avec des confinements à répétition sur les cœurs économiques de la Chine, Shanghai, Shenzhen. Ça paralyse l'activité, ça décourage les investissements à venir aussi. Et ça a des conséquences surtout au niveau mondial. C'est-à-dire que quand on ferme pendant des semaines des usines de production pour des produits qui sont censés aller vers l'Europe et les États-Unis, ça a des conséquences très concrètes sur toute la supply chain et chaîne logistique mondiale. La Chine, c'est l'entreprise, c'est l'usine du monde. Et quand l'usine du monde s'arrête, eh bien, c'est le globe qui tousse. J'ai une petite question justement. Si la Chine chute, qui peut prendre sa succession ? Qui peut être le nouveau moteur de l'économie mondiale ? Vous avez les titres. Non, la Chine ne va pas s'effondrer. C'est-à-dire que Xi Jinping tient son congrès en fin d'année, va être reconduit au pouvoir pour un 3e mandat et il ne laissera pas l'économie chinoise s'effondrer. Vous avez autour les satellites, les tigres asiatiques, comme on dit, qui peuvent aider un peu, prendre le relais, peut-être aussi l'Inde. Mais la Chine reste le producteur majeur de biens manufacturés pour le reste du monde et de plus en plus indépendant et de plus en plus souverain aussi. Ce qu'on assiste plutôt sur le long terme, c'est un découplage des économies entre la Chine et les États-Unis notamment, les deux se refermant de plus en plus sur eux, et l'Europe au milieu, qui cherche la voie de la souveraineté, mais dont beaucoup de dirigeants d'entreprises aussi réfléchissent à l'avenir des relations commerciales avec la Chine, qui est de plus en plus. En Chine, on dit aussi qu'il y a quand même une forme de vieillissement de la population active. Et il y a aussi un défi démographique majeur. De baisse de la productivité, ouais. ce qui est assez nouveau. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté aux États-Unis ? Parce que là, c'est pas tellement la guerre en Ukraine. On rappelle que le prix du gaz, il est 8 fois moins cher qu'en Europe. C'est pas non plus, ils sont plus tellement dans le Covid. Là-bas, c'est les prix qui montent, c'est l'inflation le problème. Ouais, pourquoi ça monte Alors, il y a un grand débat parmi les économistes aux États-Unis pour essayer d'expliquer ce que ça vient de la demande, le fait que notamment le président Biden a fait des plans de relance qui seraient trop massifs et donc il y aurait une surchauffe de l'économie américaine. Donc ça, c'est une partie d'économistes comme Lawrence Summers ou Jason Furman qui défendent un peu cette opinion. Et puis vous avez d'autres qui disent que ça vient plutôt des prix de l'énergie et donc la Fed fait une grosse erreur en augmentant les taux parce que ça risque d'aggraver la situation économique. Donc on n'a pas identifié les causes de l'inflation. Il y a des études. Il y a les salaires, il y a aussi des demandes de rattrapage de salaire. Ce qui est certain, c'est que quand on compare par rapport à la situation de la zone euro, les hausses de salaire sont plus importantes aux États-Unis. Là, les derniers chiffres sur 3 mois, c'est presque 6% d'augmentation des salaires. Donc, l'inflation est toujours supérieure, un peu au-dessus de 8%, mais quand même, vous avez des hausses de salaire qui sont beaucoup plus importantes que dans la zone euro. Donc, l'idée d'une surchauffe de l'économie américaine est plus crédible, en tout cas, que ce qu'on voit dans la zone euro. Et alors là, paradoxalement, parce que vous y faisiez allusion et pour que nos téléspectateurs comprennent, c'est l'action de la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, qui pourrait, d'une certaine façon, ralentir l'activité. Je vous propose d'écouter Jérôme Powell, le président de la Fed. Nous devons mettre l'inflation derrière nous. J'aimerais qu'il y ait une façon indolore de le faire. Il n'y en a pas. Donc, ce que nous devons faire, c'est amener les taux au point où nous mettrons une pression significative vers le bas sur l'inflation. Alors, Laetitia le disait, c'est technique. Il faudrait essayer d'expliquer à nos téléspectateurs pourquoi l'inflation, c'est pire que la récession. Je pense que c'est pas pire, mais en soi, Jérôme Powell pense très clairement qu'il y a une surchauffe de l'économie américaine et qu'en gros, ce qui se passe, c'est que quand vous anticipez des hausses de prix, les ménages ou les entreprises accordent des hausses de salaire et donc ce qu'ils craignent, c'est ce que les économistes appellent une boucle prix-salaire. Les hausses de salaire nourrissent les hausses de prix et ainsi de suite. Et donc ça, c'est clairement ce que suggère... Ça mène à quoi ? Ça mène à des hausses de prix de plus en plus importantes et donc l'opinion de la Fed, c'est qu'il y a un moment, il faut durcir, augmenter fortement les taux pour casser ça.
pour casser ça. Et en fait, l'idée, c'est de reproduire ce qui s'était passé à la fin des années 70, où le président de la Fed de l'époque, M. Volcker, avait augmenté très fortement les taux de près de 9 points entre 1979 et 81. Et le résultat, ça avait été une récession aux États-Unis et une augmentation forte du chômage. Parce que, alors, il y a une conséquence à ça, quand même. Je vous propose de regarder cette citation d'Isabelle Schnabel. Elle est membre du directoire de la Banque Centrale Européenne et elle était réunie le 27 août avec, c'est là à Jackson Hole aux États-Unis où se tient la grand-messe annuelle des banquiers centraux. Regardez, il faut réagir avec plus de force à la poussée actuelle d'inflation, même au risque d'une croissance plus faible et d'un chômage plus élevé. Est-ce qu'on est sûr qu'on fait le bon choix ? Alors, il faut bien voir que c'est la mission des banques centrales. On voit le mal que ça a fait dans les années 90 à l'économie européenne, enfin au chômage français notamment. Oui, à peu près toutes les banques centrales ont cette mission de stabiliser l'inflation avec des cibles qui peuvent être différentes suivant les pays, mais c'est a priori leur mission et pas tellement la mission de soutenir la croissance. Et donc, du point de vue d'un banquier central, il est effectivement judicieux de lutter contre l'inflation parce que l'une des conséquences, vous demandiez madame, l'une des conséquences de l'inflation, c'est que ça ne joue pas seulement sur l'économie interne, mais ça joue sur la compétitivité vis-à-vis de l'extérieur. C'est que la monnaie ne vaut plus rien. Lorsque les coûts de production des entreprises s'élèvent, ces entreprises perdent en compétitivité par rapport à d'autres pays où les prix ne se seraient pas autant élevés. Donc actuellement, c'est aussi potentiellement un risque pour les économies qui connaissent un fort taux d'inflation. Il faut comprendre ce qui se joue là aussi, c'est le résultat des apprentis sorciers qu'on a eu un peu à la tête des banques centrales, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, depuis 10 ans. On a fait tourner la planche à billets comme jamais. Souvenez-vous, on sort du injecté de des l'argent liquidités. Magique. On a eu l'impression qu'on pouvait déverser des milliards comme s'il en pleuvait sans aucun problème dans cette crise, notamment dans la crise sanitaire. Il fallait le faire. C'était dans l'endettement supplémentaire. Avant, ça avait été mais on a multiplié par 3 le bilan de la Banque Centrale Européenne depuis 20 ans. Forcément, on est en train de se rendre compte aujourd'hui, et d'anciens banquiers centraux comme Jacques de la Rosière tirent la sonnette d'alarme depuis quelques années. On est en train de se rendre compte que, à force de déverser des liquidités, et aux États-Unis, ça s'est chiffré en milliers de milliards de dollars aussi, eh bien, il se trouve qu'on a de l'inflation à la sortie. Et que pour limiter cette inflation, on demande aux mêmes banquiers centraux remonter les taux, quitte à casser la croissance qui, là, effectivement, risque de sévèrement ralentir l'année prochaine. Et l'Europe, dans tout ça ? On avait des prévisions plutôt au vert en début d'année, et là, tous les voyants sont plutôt au rouge. Là, pour le coup, c'est la faute de la guerre en Ukraine. Je pense que c'est la faute de la guerre en Ukraine et je pense que la BCE fait une erreur de suivre ce que fait la Fed parce que si aux États-Unis il y a des signes de surchauffe, dans la zone euro, il n'y en a pas. C'est-à-dire que vous avez une inflation qui est autour de 9% dans la zone euro, mais les salaires qui augmentent beaucoup moins. Donc le gros risque dans la zone euro, c'est une baisse très forte du revenu des ménages, un effondrement de la demande et donc un risque fort de récession. Donc si vous augmentez les taux alors que déjà vous avez un risque de récession, vous allez aggraver la récession. Donc implicitement, je suis d'accord qu'il y a un aspect de compétitivité, il y a aussi un aspect réduire l'inflation importée, puisque dans la zone euro, le gros de l'inflation, ça vient du fait qu'on importe des matières premières qui coûtent plus cher, mais on les importe en dollars. Donc lorsque l'euro se déprécie, ça veut dire que votre facture coûte encore plus cher. Donc un pari implicite de la BCE, c'est de dire si on augmente les taux, alors que la Fed elle-même les augmente, ça va permettre de faire monter l'euro. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que les marchés, ils n'interprètent pas le fait que la BCE augmente les taux comme la preuve que l'euro va être plus fort, mais au contraire, comme le fait qu'il y a un risque plus important de récession, ce qui fait encore plus baisser l'euro. Donc chaque fois que la BCE augmente ses taux, les marchés disent « attention, il y a un risque de récession », donc l'euro baisse et donc la facture énergétique pour les Européens augmente. Alors je lisais un avis de la BUBA, enfin la Bundesbank, la banque centrale allemande,